C'est parti! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles, où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir l'astro-mythologue Romain Quignot. Bonjour Romain! Bonjour Cécile. Et donc tu es venu nous parler d'astro-mythologie et comment tu y es venu et en quoi ça consiste. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. D'abord parce que ça me montre que ça t'intéresse et puis ça me donne envie de continuer. Et ensuite parce que ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Romain. Eh bien, je te laisse te présenter, voilà, présenter ton parcours, ce que tu fais et ce que tu proposes. D'accord. En tout cas, avant de commencer, je voulais vraiment te remercier et donc te féliciter pour le travail, la chaîne que tu permets de, voilà, que tu fais et tout ce que tu nous mets à disposition, en fait, tout ce à quoi tu nous permets d'accéder. C'est vraiment chouette à travers, justement, à travers des témoignages de vie et autres. Et je trouve ça assez vivant que, voilà, qu'on passe par des expériences aussi concrètes dans tous les témoignages qu'il y a sur ta chaîne. C'est vraiment un chouette travail en tout cas, moi, qui me touche beaucoup. Ben, merci, et puis merci à vous tous. Et donc, ouais, parce que c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à toi qui acceptes aussi de venir témoigner. Donc, merci à toi. Eh bien, oui, alors si, pour me présenter, si je dois, on va dire, résumer un peu mon parcours de vie, j'ai commencé, par, quelque chose d'assez classique puisque j'ai fait des études d'histoire et c'est là où j'ai découvert notamment, enfin, il y a tout l'aspect, j'ai découvert beaucoup de culture à travers ces études et c'est la mythologie qui particulièrement, m'intéressait à l'époque, m'intéressait beaucoup et surtout de découvrir, c'est-à-dire à travers la diversité des différentes mythologies sur Terre, ce qu'on appelle la mythologie comparée, voir comment certaines mythologies et comment dans certaines cultures, on retrouve, j'allais dire, des dieux, hein, des personnes ou les héros de la mythologie qui ont des caractéristiques, on va dire, semblables. Ce ne sont pas non plus les mêmes, mais il y a des traits souvent communs qui en ressortent. Donc ça, Mm. c'était l'un de mes dadas à l'époque. Et puis après, je me suis assez vite tourné vers quelque chose, j'allais dire, de plus. J'avais besoin, en fait, justement, de découvrir le monde concrètement, physiquement. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et à travers tous ces voyages, ça a duré à peu près, je ne sais pas, presque 7 ans, tous ces voyages à travers le monde, hein. Je travaillais en partie, puis dès que j'avais assez d'argent, je partais, on va dire, faire un tour d'Amérique latine, en Inde. Voilà, j'ai vu différentes cultures et du coup, j'ai pu les approcher aussi autrement que par les livres et par l'histoire, hein, dans quelque chose de plus concret. Et voilà, et ça a été une vraie école pour moi parce que ces voyages j'allais dire, m'ont amené petit à petit à découvrir notamment, par exemple, les plantes médicinales, qui pour moi est un chemin de vie qui se poursuit encore aujourd'hui, à découvrir tout le travail aussi autour du yoga, tout le travail autour de la respiration, etc. Enfin, toutes ces choses. Donc, ça m'a beaucoup enrichi. Et puis au sortir justement de ces voyages, quand j'ai eu besoin de me poser un peu, ce sont les plantes médicinales qui finalement m'ont quand même appelé. Et donc, j'ai commencé à suivre une formation de naturopathie à l'Inderplan. L'Inderplan qui est à Montpellier, c'est une école donc, de naturopathie qui est assez bien diversifiée puisqu'on y apprend aussi bien la phytothérapie, donc tout ce qui touche aux plantes médicinales et aux principes actifs dans les plantes médicinales, mais aussi l'homéopathie. Et il y a aussi un complément de médecine chinoise. On abordait aussi les fleurs de Bach. Donc en fait, c'est tout un panel où on voyait aussi bien, j'allais dire, une médecine plus allopathique, telle qu'on la connaît ici en Occident, et puis une médecine chinoise, où dans la médecine chinoise, c'est beaucoup plus systémique finalement, on est beaucoup moins dans le cause à effet systématique qu'on peut avoir dans la médecine occidentale. Tel principe actif va correspondre à tel effet sur nous ou tel organe du corps va agir sur tel organe. En médecine chinoise, j'allais dire, il y a un point de vue un peu plus holistique, un peu plus englobant, pardon, qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est ça, petit à petit, en fait, pareil, hein, on tricote à chaque fois, ou on se laisse tricoter d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas l'impression d'avoir participé toujours pleinement, volontairement à ça. J'allais dire, c'est des hasards de la vie, c'est des rencontres, c'est des coïncidences où, tiens, on tombe sur un bouquin, par exemple, en biodynamie, le cours aux agriculteurs de Steiner. Donc, petit à petit,
en tissant comme ça, je me suis intéressé à la spagyrie. Je reviendrai après à la biodynamie, mais la spagyrie, c'est une façon de transformer la plante médicinale. C'est une façon assez ancienne, en fait, qui finalement date de la Renaissance et qui a été remis au goût du jour par Paracels. Et la spagyrie touche vraiment aux plantes médicinales, c'est-à-dire c'est pas l'alchimie, on ne cherche pas à transformer des métaux, on transforme vraiment la plante médicinale pour en faire un remède. Et donc Paracels avait, comme en médecine chinoise, j'allais dire, un point de vue assez holistique finalement sur la médecine par les plantes, parce que lui considérait que nous sommes un microcosme dans un macrocosme, c'est-à-dire que l'univers se reflète à l'intérieur de nous. Et puisqu'on connaît une chose à l'extérieur de nous, il y a son pendant à l'intérieur et inversement. Puisqu'on connaît à l'intérieur de nous, on peut mieux connaître aussi l'extérieur. Donc, c'est ce qui lui différenciait ça, notamment par ce qu'il appelait la lumière naturelle, la lumière divine. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, puisqu'en plus, c'est toute une époque aussi j'allais dire, de l'Occident qu'on peut retrouver à travers Paracels. Mais pour lui, être médecin, ça signifiait, donc il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ces mots ont été, j'allais dire, un peu galvaudés, ont perdu du sens, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez commun, en fait. C'est que pour être médecin, il fallait être d'abord alchimiste, astrologue et magicien. C'est-à-dire, il fallait connaître la magie. Alors, la magie, on n'aura pas l'occasion d'en parler cette fois-ci, mais l'alchimie et l'astrologie, pourquoi pas un peu plus. Puis, c'est de voir surtout que, voilà, c'est à remettre dans un contexte particulier. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, évidemment, ça va beaucoup moins parler parce qu'il y a eu le développement de la science contemporaine. Mais à l'époque, c'était des vraies voies de connaissance. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces pratiques, les anciens vraiment connaissaient, expérimentaient le monde. Donc voilà, Paracels, pour moi, ça a été une grande ouverture voilà, sur le vivant. Et alors, Romain, tu as parlé de spagyrie, naturopathie, de maraîchage, enfin de biodynamie. On voit que le monde végétal est très présent. Comment tu fais le lien avec justement les mythes et l'astrologie? Alors ça, le lien, si on reprend mon parcours de vie, il s'est fait un peu après, c'est-à-dire que le tissage dont je parlais, au fur et à mesure de ma formation en naturopathie, donc je découvre la spagyrie et pour reprendre un peu Paracels avec cette théorie des signatures, lui, en fait, on voit bien bon, la théorie des signatures, c'est pas propre à Paracels, c'est tout le Moyen Âge occidental. C'est l'une des voies de connaissance du monde et du vivant, c'est-à-dire qu'ils avaient une lecture beaucoup plus verticale que nous, aujourd'hui, qui s'apparenterait plus à une lecture horizontale du monde. Mais pour répondre à ta question, je suis venu petit à petit donc à la spagyrie et puis il se trouve que en m'intéressant à l'alchimie, j'ai vu qu'au niveau, j'allais dire contemporain, moderne, à travers notamment la biodynamie, il y avait une vraie approche holistique. Je dirais pas alchimique, je dirais beaucoup plus holistique finalement du vivant. Et c'est en lisant notamment le cours aux agriculteurs de Steiner, mais aussi en pratiquant j'allais dire, j'ai un peu lu Goethe, pas énormément, c'est pas évident, je trouve. Enfin, pour moi, ça n'a pas été hyper facile d'accès, Goethe. Mais Goethe, qui est, nous disons que moi je le connaissais avant tout comme un poète et un romancier. Mais il faut voir qu'à son époque, c'est un scientifique dans le sens où il apportait énormément de connaissances nouvelles à son époque. Et il rentre souvent en opposition avec ses contemporains, comme avec Newton, par exemple, sur la lumière et les couleurs, comment sont produites les couleurs. Et lui, il a toute une approche qu'on appelle sensible aujourd'hui. On appelle ça l'approche goethéenne, l'approche sensible. Et il se trouve que Steiner a repris ça, lui, un peu à son compte. Bon, et avec aussi, j'allais dire, tout ce qu'il était lui, c'est-à-dire qu'il apporte énormément aussi, Steiner, et il crée donc ce qu'on appelle aujourd'hui la biodynamie à travers des conférences qu'il donne à des agriculteurs. Et donc, dans cette approche, en fait, qu'elle soit goethéenne ou de la biodynamie, un peu selon Steiner, il y a vraiment le côté justement où on voit bien que le ciel et la terre sont toujours en relation. Comme je te parlais tout de suite de l'intérieur et de l'extérieur, avec Paracels, qui nous parle d'un macrocosme, de planètes à l'extérieur, qui se reflètent à l'intérieur, dans notre microcosme. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que la biodynamie en agriculture a encore comme fondement, parce qu'évidemment, elle a intégré la science d'aujourd'hui contemporaine. Il ne s'agit pas de se dire qu'on est encore à l'époque de Paracels ou encore à l'époque de Goethe.
Steiner a très bien dit que les recherches scientifiques sont essentielles pour faire progresser la biodynamie. Et depuis les années 50, il y a tout un panel de recherches qui ont été faits. Sur Biodynamie Recherche, aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve beaucoup de données scientifiques sur la biodynamie. Donc, c'est ça qui pourrait intéresser les scientifiques d'aujourd'hui et d'expérimentations donc scientifiques qui ont été faites. Et donc ça, en tout cas, ça m'a ouvert à justement comment est-ce que le vivant témoigne de cette relation. Le vivant est vraiment le témoin, le thermomètre, je dirais, d'une relation entre le ciel et la terre ou l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, il y a toujours ce côté mouvement perpétuel. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai cheminé. L'astrologie, en fait, c'est encore plus vieux que ça parce que ça date de mon adolescence, mais ça a jamais vraiment mûri. Il a fallu un élément déclencheur. Mais on va dire que jusque-là, j'étais bercé à travers Paracels, à travers la biodynamie, par justement comment est-ce que le ciel et la terre, le cosmos, les forces cosmiques et les forces telluriques interagissent en fait. Mmh. Et alors là-dedans, en fait, j'entends que l'astrologie, ce serait l'image du ciel, le vivant, l'image de la terre. Est-ce que les mythes, c'est le pont entre les 2? Alors moi, j'aurais plus vu en effet l'image du ciel à travers l'astrologie et le vivant, c'est presque le lien finalement entre les 2. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du vivant, il nous faut les 2 pôles. On peut prendre ça comme des polarités ciel et terre, c'est-à-dire il nous faut vraiment le jour et la nuit, d'accord? On va dire que les forces terrestres, si on reprend la biodynamie, hein, sont beaucoup plus des forces d'expansion de mouvement, en effet, donc témoigne de la vie végétale sur Terre. Quand on regarde un végétal, il est tout le temps en train de croître et de se transformer, hein, contrairement à un animal ou à un humain qui, à un moment donné, ne va plus grandir. Le végétal, il est en expansion constante. Donc ça, en effet, c'est ce que tu dis, c'est le côté beaucoup plus des forces terrestres. Mais les forces cosmiques, là-dedans, vont apporter autre chose, vont apporter, on va dire, une transformation par l'intérieur. Bon, on l'a déjà dans le végétal avec la fleur et le fruit, qui est le premier soupçon, on va dire, de force cosmique s'incarnant dans un être organique, dans un être vivant, mais encore plus chez l'animal, parce que chez l'animal, on voit qu'il a des organes à l'intérieur. Ces organes correspondent justement finalement à ce qu'on appelle le macrocosme pour Paracel, c'est-à-dire à finalement à ce ciel extérieur. C'est comme un reflet du ciel extérieur. Et quand je disais que à l'intérieur de nous, hein, les organes organiques, c'est-à-dire le foie et le foie, le cœur, les reins, les poumons, et les anciens avaient toute une, comment dire, tout des tableaux de correspondance qu'on va retrouver. C'est intéressant parce qu'on les retrouve, ça c'est transculturel, c'est chez les Chinois, justement en médecine chinoise, ils font les correspondances presque les mêmes qu'en Occident. Des fois, ça varie un peu. C'est là que c'est intéressant de voir que selon la culture, c'est comme s'il y avait un fondement commun qui va être, pour moi, à mon sens, c'est ce que Jung a appelé l'inconscient collectif, hein. C'est-à-dire on a une psyché collective humaine qui berce les cultures et qui du coup va être traduite, va être engrammée différemment selon la culture. Parce que je disais, on l'a chez les Chinois, mais on l'a aussi chez les Égyptiens déjà, puis chez les Grecs, etc. etc. Et donc Paracels a remis ça au goût du jour vraiment à la Renaissance. Et pour moi, Goethe et ensuite Steiner ont repris ça, enfin, l'ont pas repris, l'ont réactualisé avec leur sensibilité et ont recréé à travers ça. Mmh. Donc, pour reprendre ta question par rapport à la mythologie, moi, je dirais plus que, on va prendre du coup on va prendre ce qu'est un astre, d'accord? Pour essayer de raccrocher avec la mythologie et on va voir qu'en fait, par exemple, pour un astre, il y a 4 façons fondamentales de voir un astre et c'est un peu l'élément déclencheur dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est, les travaux de Luc Biget et qui m'ont vraiment, lancé dans l'astromythologie, hein. Lui, il l'avait reçu aussi de, Jacques Berton et il y a toute une, j'allais dire toute une, des travaux et des études, hein, autour de l'astromythologie, toute une tradition qui est aussi plus ancienne. Et donc, en fait, dans cette façon de voir, on pourrait dire que là, le cadran, il suffit de prendre un cercle et de le partager en quatre. Et dans cette façon de voir, à chaque cadran, à chaque partie du cercle, il y a, comment dire, une façon de voir le monde unique. Par exemple, donc je prends l'astrologie. Un astre, c'est, si on prend ça du point de vue physique et scientifique, c'est avant tout des boules de gaz, des boules d'atomes de toute forme, hein, mais plutôt, il se trouve que c'est plutôt des non-métaux,
qui sont dans le cosmos et des boules de feu, quoi. Mais on retranscrit ça à travers une matière physique, hein. Et puis, si on approche ça du point de vue systémique, on peut se rendre compte qu'aussi, finalement, les astres ne sont pas indépendants les uns des autres. Ce sont des systèmes stellaires. Le système solaire est un système stellaire. Et puis, on voit que dans ce système stellaire, il appartient lui-même à un plus grand tout, une galaxie. Puis, on voit que la galaxie, elle appartient elle-même à un plus grand tout, des amas de galaxies, etc., etc. Et donc là, on voit qu'en fait, on est plutôt dans une approche systémique, hein, déjà. Donc, on voit entre l'approche, on va dire, particule d'un astre composé de matière chimique, bon, pour le coup de matière minérale, hein, de matière morte, parce que contrairement justement à Paracels ou j'allais dire à l'approche goéthéenne, il se trouve qu'ici on voit que comment dire, du point de vue scientifique, on pourrait considérer que la matière minérale est morte, voilà, du point de vue scientifique aujourd'hui. Mais l'approche systémique déjà rend la chose un peu plus vivante parce qu'on se rend compte qu'il y a des interactions, des jeux de force qui restent, qui restent liés au physique, hein, clairement, mais que tout ça appartient à un même système. Et l'approche systémique, pour en donner juste un petit exemple, c'est aussi bien les travaux d'Edgar Morin, mais plus communément ce qu'on a appelé l'effet papillon. Le fameux effet papillon qui est le battement d'aile d'un papillon quelque part, je ne sais pas, je crois que c'était à Seattle, l'exemple qui était donné, déclenche un tsunami sur les côtes japonaises. Il y a vraiment ce côté où ici on est en dehors de la cause à effet pure et simple qu'on a dans le premier cadran qui nous décrit juste la vie de la matière, quoi. Et pour reprendre l'astre, si on regarde maintenant d'un autre point de vue, là on en a vu deux, le troisième point de vue sera le point de vue symbolique. Et là, on va rentrer un peu dans la mythologie et on va commencer à approcher ça, en tout cas symboliquement. On peut se dire que ici, les astres ne sont plus tout simplement des boules de gaz, mais sont quelque part des organes, donc des organes du système dans lequel ils sont, hein, du système stellaire dans lequel ils sont, mais aussi, si on reprend macrocosme, microcosme, des organes de la psyché humaine. D'accord. Donc ici, on va voir les astres comme des archétypes, non pas comme des mythes, hein, mais comme des archétypes. Et je vais différencier bien après les deux. Et on va dire que chaque astre, du coup, est un archétype qui prend une forme concrète dans notre corps ou qui prend, on l'appelle aussi un geste cosmique, qui prend une forme concrète à travers un règne, sur Terre, notamment le végétal et particulièrement une famille botanique. Par exemple, les astéracées vont être liées au soleil, particulièrement, etc. etc. Bon, ça, tout ça, c'est la théorie des signatures. Oui, vas-y. Donc, l'origine des archétypes, ce serait les astres, donc. Oui. Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Ah oui. Alors, je finis le cadran et après, je reviens sur l'origine des archétypes parce que je voulais d'abord voilà, introduire un peu la mythologie par rapport à ta question. Et donc, quand on regarde, mais ça serait assez juste ce que tu dis, même si on ne peut pas dire que les archétypes aient une origine à l'extérieur de nous. Il faut voir que les archétypes sont finalement un lien constant entre l'intérieur et l'extérieur. Et bon, on va y venir après. Et donc, le quatrième cadran, là, on a fait les trois cadrans. Le premier, c'est une approche plutôt particulière et scientifique. Le deuxième, c'est plutôt une approche systémique. Et le troisième, c'est plutôt une approche symbolique. On pourrait dire que dans le premier cadran, un astre, il va être lié à l'astronomie. Dans le deuxième cadran, un astre, il va être lié au système auquel il appartient, à quel système stellaire, à quelle galaxie. Puis dans le troisième cadran, un astre, on voit que déjà, il s'apparente beaucoup plus à un symbole. D'accord ? Et les symboles, donc pour en revenir à la mythologie, on peut dire que les symboles sont un peu comme les mots qui vont composer la phrase qu'est un mythe. D'accord ? Les symboles sont les mots finalement du mythe. D'accord ? Plusieurs symboles associés vont créer un mythème, ce qu'on appelle une chaîne de sens qui va se révéler à travers une histoire. Donc les mythes tels que nous les ont transmis les anciens. Et aussi bien, et à ce niveau-là, du coup, un mot, on voit bien que le mot, il fait sens dans une phrase, mais selon sa place dans la phrase, ça n'a pas exactement le même sens, d'accord ? Donc là, l'astre est assimilé à un symbole. Et dans le quatrième cadran, l'astre, c'est une force opérative, c'est-à-dire c'est une force initiatique, on va dire. C'est comme les anciens considéraient que à chaque étoile correspondait une divinité, chaque planète du système solaire plutôt correspondait à une divinité, et qu'on entrait en relation avec cette divinité à travers des rituels initiatiques, pas que initiatiques, mais ou des rituels cérémoniels ou des rituels initiatiques. Et ces rituels permettaient en fait d'actualiser cette force opérante qui est non seulement présente dans l'astre, mais présente dans le monde, présente dans notre psyché et présente
mettons dans une espèce, je parlais tout à l'heure des astéracées pour la famille botanique. Les astéracées, pour remettre vite fait, on va parler on va parler par exemple du tournesol, on va parler du pissenlit, on va parler de la, de l'achillée millefeuille, voilà, toutes ces plantes qui ont une dynamique, on va dire, solaire. Pour le pissenlit, pour le tournesol, c'est assez évident. D'accord. Mais il faut voir que la théorie des signatures, elle n'est pas résumée à aujourd'hui. On l'a, hélas, on l'a dénaturée, on l'a matérialisée. C'est-à-dire qu'on considère que puisque ça a la forme d'un organe, ou puisque ça a la forme d'une fonction précise, ça correspond à une plante ou à un animal, ou etc. Pour les anciens, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que ça ne s'en tient pas qu'à la forme physique. Il faut voir comment se comporte la plante, comment se comporte l'animal. Et de là, ça nous donne des indications sur à quel archétype est lié justement cet animal ou cette plante. Et donc, dans ce quatrième cadran, on voit bien qu'on a affaire aux divinités. Et les divinités nous racontent des histoires à travers les mythes, justement. Pardon, Romain, juste la théorie des signatures, c'est le fait d'associer une chose à plusieurs autres, c'est ça, hein? Oui, alors je vais la résumer succinctement, mais la théorie des signatures, il faut voir que, par exemple, pour reprendre un exemple concret, on va prendre la planète Saturne. Les anciens liaient la planète Saturne dans le monde animal aux araignées, par exemple, ou à tout ce qui est venimeux. Donc, on peut dire aux serpents aussi, d'accord. Et il liait la planète Saturne dans le monde des arbres. Dans le végétal, il y a mais des plantes à poison. Et pour les arbres, par exemple, beaucoup plus euh, les, les conifères, d'accord. Et puis, dans notre corps, ça va être lié au squelette. Saturne, c'est lié au squelette et à la rate. Et ça, c'est marrant parce qu'on retrouve exactement la même symbolique chez les Chinois. C'est exactement le même symbole pour le même organe. Pourquoi la rate? Alors ça, c'est intéressant. Saturne, il est où dans notre système solaire? Saturne, il est en fait celui qui montre les limites du système solaire. C'est la dernière planète, d'accord? Et donc, on dit qu'il est lié à la rate symboliquement, justement, une des façons de le voir, c'est là où vont mourir nos cellules sanguines, la rate. D'accord. Donc finalement, ça vient aussi nous parler des limites ici par rapport au sang, hein, qui est généré dans la moelle osseuse. Donc, hein, le sang, il est généré dans finalement le squelette qui est lié, lui, à Saturne. Même si le sang, il va plus être lié au soleil, on va dire, dans la dynamique des signatures, mais on voit bien que ici, en fait, il y a, comment dire, on est vraiment dans la systémique aussi, hein, c'est-à-dire que ça s'interpénètre beaucoup et on n'est pas du tout dans une approche qu'on a trop aujourd'hui, à mon avis, de catégoriser arbitrairement par rapport à une définition du dictionnaire. Les symboles sont polysémiques, on ne peut pas dire qu'un symbole est égal telle définition, parce que selon le contexte, il va avoir une définition différente. Et là, c'est intéressant, là, je m'en remets justement parce que donc j'ai fait de l'apiculture et du maraîchage dans toutes ces histoires pendant plusieurs années. Et ma vie de maraîcher m'a appris qu'un sol est vivant et qu'un sol va donc faire pousser naturellement, spontanément, ce qu'on appelle les plantes bioindicatrices. Et là-dessus aussi, il y a des études scientifiques, hein, très sérieuses qui ont été faites, montrant qu'en fait, là où s'installe une famille, à partir du moment où le jardin est attenant à la maison, les plantes qui vont pousser spontanément dans le jardin vont être différentes et souvent correspondent aux besoins de la famille, c'est-à-dire aux besoins, pourquoi pas physiologiques, mais aussi psychiques. Il faut voir que ici, il y a les deux, d'accord. Le monde intérieur et le monde extérieur sont liés. Et c'est beau ça de voir justement le côté, comment un sol offre à travers ses plantes bioindicatrices un langage. Il nous raconte ce dont il a besoin, parce qu'une plante bioindicatrice, ça vient dire, par exemple, il y a trop de matière organique, il n'y a pas assez de ci, il y a trop de ça. Et donc, pour pas me perdre, hein, par rapport à ce que je disais, c'est vraiment voir en fait toujours, quand je parlais des signatures, là, toujours ce dont on parle avec le contexte. C'est-à-dire bien voir que ici, si on parle d'une plante, elle appartient à un sol. Si on parle d'un symbole, il appartient à tout le mythe qui l'entoure. Parce qu'on a dit que le symbole, c'était un mot d'une phrase, et la phrase, ça va être le mythe en question. D'accord. Et donc, on peut prendre un symbole et il peut avoir un autre sens dans un autre mythe, même si c'est le même symbole. D'accord. Parce que si je reprends l'analogie avec le sol est vivant, il produit donc des plantes bioindicatrices. Ces plantes viennent témoigner de l'état du sol et de ses besoins. Et donc, c'est comme si autour du sol, finalement, était créée toute une atmosphère, d'accord.
Ouais, C'est l'approche holistique de la médecine chinoise aussi. Il ne s'agit c'est un pas peu ouais. «montre-moi ton jardin, je te dirai qui tu es». Ah, ouais, c'est une très belle façon de voir et voi pour reprendre, les Chinois avaient aussi ce mot, ils appellent les organes, ils les appellent des zangs et zang, si on traduit, littéralement en français, c'est organe, mais c'est aussi un processus. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas un organe figé, c'est l'organe pour les Chinois, c'est un processus, c'est un mouvement continu, d'accord? Et donc, voilà, faut bien voir en tout cas quand on aborde le symbole et la mythologie, qu'ici on est dans quelque chose qui peut avoir plusieurs sens et qui va se le sens va se révéler et j'allais dire s'étoffer avec la conscience humaine, avec l'expérience. Elle peut pas être détachée de la conscience et de l'expérience. Et pour moi, c'est ça l'essentiel en tout cas j'allais dire dans cette approche. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple justement de mythe et comment on le joue par exemple, après dans le vivant? Oui, alors bon, moi je vais reprendre peut-être un peu justement j'allais dire ma vie, personnelle par rapport au mythe. En fait, par exemple, moi j'ai été, à un moment donné, après les voyages, quand j'ai commencé donc les études de naturopathie, non, c'était juste après la naturopathie, déjà pendant, j'étais intéressé par les abeilles. Et à la fin, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais de ce diplôme de naturopathe?» et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de travailler vraiment avec le vivant, d'avoir un rapport, très concret avec le vivant. Et donc moi, ça a été les abeilles qui m'ont appelé vraiment, c'était un appel de l'âme. C'est un peu ce truc où, on se dit: «Là, je le sens là, il y a quelque chose qui m'appelle, il faut que j'y aille», quoi. C'est un appel vraiment intérieur, c'est-à-dire qu'extérieurement, il y avait aucune raison concrète. Dans ma famille, personne ne pratique ça. Autour de moi, mes amis non plus. Enfin, les amis de l'époque, pas vraiment non plus. Donc, ça a été, je sais pas, quelque chose qui m'a appelé. Et il se trouve que, par exemple, dans l'astromythologie, moi, je suis lié notamment au mythe d'Icare. Et dans le mythe d'Icare, on retrouve justement toute cette dynamique avec l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille est très importante dans le mythe d'Icare, déjà parce que Icare, c'est un mythe qui est lié au soleil. C'est un mythe, on va dire, l'un des mythes solaires par excellence de la mythologie grecque. Icare, c'est intéressant de voir aussi qu'il a été quand même, comment dire, réactualisé particulièrement à notre époque. Les anciens, eux, comment dire, transmettaient plus le mythe d'Icare à travers Dédale, à travers la figure de Dédale, qui est finalement son père, hein, et qui est l'ingénieur, on va dire, de la mythologie grecque. Hein, Dédale, c'est celui qui invente à longueur de temps. Et donc moi, en tout cas, j'ai été beaucoup plus touché par le côté icarien du mythe, pas par le côté inventeur, mais par le côté solaire, je dis ça parce que l'abeille est un être solaire et le miel est en correspondance, justement, dans cette fameuse théorie des signatures, avec le soleil. On pourrait dire que le miel est un peu la quintessence des abeilles. Si on prend le cadran, là, je pourrais refaire 4 façons de voir l'abeille et le miel, c'est ce qui est au centre, c'est la quintessence. Hein. Et dans mon approche de l'astrologie aussi, et de la mythologie, mais l'astrologie et la mythologie, je tente de faire ça, c'est-à-dire de réussir à joindre à chaque fois les 4 cadrans pour que parle finalement, au-delà des 4 cadrans, une vision unique qui est liée à la conscience et à l'expérience de chacun. Et moi, j'ai évidemment ma façon de lire la chose et je ne dis pas qu'elle se base sur rien, hein, j'allais dire, des siècles ou des années même d'études qui ont été voilà, c'est toute une tradition et puis c'est des années d'études autour de l'astromythologie pour moi et tous les devanciers que j'ai eus évidemment ont creusé la question pendant des dizaines d'années, donc c'est pas sans fondement tout ça, mais c'est après comment est-ce qu'on digère ça? Parce que c'est important de voir que pour moi la différence entre le savoir et la connaissance, c'est qu'un savoir, il ne nous nourrit pas nécessairement l'âme. C'est-à-dire que la connaissance est une vraie nourriture de l'âme. Et quand on digère mal au niveau physique, hein, quand on digère mal quelque chose, on a une diarrhée ou en tout cas on rejette directement les aliments en question sans les assimiler. Alors que quand on se nourrit réellement, notre corps transforme les aliments en nous-mêmes. Et c'est ça qui, pour moi, est important, c'est qu'on puisse retrouver un côté vivant, enfin, l'aspect vraiment vivant de la connaissance à travers l'astromythologie, c'est-à-dire pouvoir, à travers son expérience et sa conscience personnelle, réellement digérer ça sur le plan de l'âme. Mmh. Ouais, ça passe par l'expérience en fait, ouais. Ça passe par l'expérience et pour le coup, c'est à travers la lecture du thème astral, que, ça peut prendre sens, même si pour moi, la personne justement, donc moi je parlais pour moi le mythe d'Icare,
à travers les abeilles, hein, c'est-à-dire que j'ai été appelé par les abeilles et plus tard, longtemps après, hein, c'est-à-dire il y a seulement quelques années, je me suis rendu compte que j'étais lié à ce mythe d'Icare et que tiens, c'est marrant, l'abeille revient dans ce mythe et il y a toute la dynamique à Icare, on voit bien qu'il veut rejoindre le soleil, il veut créer une humanité nouvelle quelque part en rejoignant ce soleil. Et on va dire que pour moi, à travers les abeilles, je recrée aussi une humanité nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle phase de ma vie qui commençait complètement. Elles ont été aussi, les abeilles, pour moi, tout un facteur de transformation, de métamorphose intérieure. Donc, à travers elles, j'ai pu faire le chemin qu'a fait Icare dans le mythe. Donc, c'est voir aussi que les mythes, finalement, euh, voilà, à travers nos vies, sont là, mais pas nécessairement conscientisés. À partir du moment où ils sont conscientisés, ce ne sont plus des forces extérieures, entre guillemets, ça, on va y revenir peut-être un peu après, mais ce ne sont plus des forces, en tout cas, qui nous prennent et dont on va être victime ou dont on va être les jouets. On n'est plus les jouets de ces forces-là, on va pouvoir danser avec ces forces-là. On va pouvoir ouvrir ses bras, ouvrir son âme, ouvrir sa conscience à ces forces-là. Jamais il s'agit de dire on ne changera jamais ces forces qui nous travaillent. Elles œuvrent en nous et ce serait comme dire je voudrais que le soleil devienne la lune ou je voudrais que le soleil devienne une autre planète. Le soleil, il est pour tous les règnes du vivant de la même façon et il nourrit tous les règnes du vivant. Il a une caractéristique particulière, il nous apporte la lumière, la chaleur. Chaque planète va nous apporter quelque chose. Alors, pour moi, beaucoup plus psychiquement, puisque physiquement, ici, on est dans l'astronomie, on n'est pas dans l'astrologie. On pourrait dire que l'astrologie est aussi, pas seulement, hein, mais elle est aussi une approche symbolique de l'astronomie. Hein. On a vu sur les 4 cadrans, sur le cadran physique, astronomie, son approche symbolique peut s'appeler l'astrologie. L'astrologie n'est pas que ça, parce qu'on a vu qu'une vraie astrologie, elle réunirait les 4 cadrans, justement. Mais c'est une façon de voir la chose. Et donc, les planètes, pour revenir à elles, évidemment, ces archétypes vont agir en nous et vont, à travers nos vies, révéler une histoire, un mythe qui nous est propre. Alors, ce mythe fondateur, moi, je travaille avec les mythes fondateurs. Il est fondateur dans le sens où on va se reposer justement au niveau de nos expériences de vie, au niveau de ce qu'on appelle notre biographie. On va voir ressurgir le mythe sous différentes formes dans nos vies. Mieux on connaît ce mythe et plus on l'apprivoise, et mieux justement on arrive à danser avec ces forces qui sinon restent inconscientes et continuent à nous travailler malgré tout dans le sens. C'est pour ça que je disais que elles sont aussi extérieures. Elles peuvent nous apparaître comme des forces extérieures. Là, je reprends l'approche de Jung, qui est en psychologie des profondeurs, qui disait qu'en fait, un événement ne nous arrive, c'est-à-dire on vit quelque chose, qu'à partir du moment où la conscience n'a pas métabolisé un élément qui reste dans l'inconscient. Pour que cet élément qui reste dans l'inconscient, on va dire l'inconscient, c'est même plutôt le ventre en fait, mais pour que cet élément qui reste dans l'inconscient soit vraiment conscientisé, apparaisse sur le devant de la scène, on a besoin d'un événement pour qu'il se révèle à nous. Cet événement va nous permettre de prendre conscience de ce qui se joue en nous intérieurement, d'accord? Et donc prendre une forme concrète extérieure. Ici, il s'agit vraiment de voir comment est-ce que l'intérieur et l'extérieur se répondent, sont un miroir. Comme tout à l'heure, on a vu le ciel et la terre à travers la théorie des signatures. Ah ouais, d'ailleurs, j'avais même pas fini ma démonstration sur la théorie des... Enfin, ma démonstration. Le fil de la théorie des signatures, on avait parlé un peu de Saturne, bon, c'est pas grave, on va pas y revenir maintenant, mais et donc, comme on a vu, le ciel et la terre sont en lien. Ici, c'est exactement pareil, sauf qu'on est beaucoup plus dans comment dire, l'intérieur et l'extérieur. Voir qu'en fait, c'est comme si tout ce qui nous arrive à l'extérieur, c'est nous qui nous mettons aussi dans des situations qui nous permettent de prendre conscience. Les événements sont des vrais enseignants. Tout cela nous permet de prendre conscience de choses qui sont dans notre psyché à l'état latent, à l'état endormi, tout simplement. Voilà pour… Est-ce que l'image, ça serait de connaître en fait le ou les mythes, d'ailleurs, ce sera peut-être la prochaine question, mais c'est aussi le moyen finalement pour prendre une image de nager dans le sens de son courant, pour ne plus se noyer justement. Voilà, mais c'est tout à fait juste. Ton lapsus révélateur a été très parlant parce que sinon, c'est vraiment ça, on est noyé finalement dans ce courant de vie inconsciente, d'accord?
de forces qu'il faut voir qui nous structurent, nous, humainement, mais qui structurent tout le reste de la vie sur Terre, hein, d'accord? Nous, en tant qu'humains, on peut justement, on a la capacité de prendre conscience de ces forces qui nous sculptent, on pourrait dire intérieurement, et de danser avec. Et il ne s'agit pas comme, j'allais dire, on peut avoir la vision des sorciers, des magiciens, des magiciennes qui cherchent à jouer avec ces forces pour les manipuler. Là, il ne s'agit pas du tout de faire ça, il s'agit beaucoup plus d'être dans le lâcher-prise et dans l'accueil pour pouvoir véritablement, comme tu dis, non plus se noyer, mais en se laissant porter par le courant, nager et pourquoi pas même surfer sur les vagues que sont ces événements qui, de toute façon, dans nos vies, vont advenir parce qu'une vie humaine, on a besoin d'événements. Il ne s'agit pas de se dire, mais voir qu'en fait, je reprends les mots de Luc Biget qui dit que dans le monde extérieur, tous les événements du monde extérieur sont le miroir de nos plus intimes pensées. Et il y a quelque chose qui se joue quand même à ce niveau-là, pour moi, en astro-mythologie, du coup, qui est intéressant. Et j'aime beaucoup ton image de danser avec ces influences-là, en fait. On sent vraiment toute l'idée de joie que ça peut amener dans le quotidien. Est-ce qu'on a un mythe où on est traversé par plusieurs mythes? Comment ça marche? Oui, alors on a un mythe fondateur, c'est-à-dire que on pourrait dire que on est marqué par un mythe principalement, mais pour autant, on va reprendre là, je vais prendre l'analogie des organes du corps humain. On pourrait dire que le mythe fondateur, c'est notre cœur, d'accord? Mais qu'autour, il y a un tas d'organes, d'accord? Donc, on a notre foie, nos reins, et donc finalement, évidemment, il y a, les mythes, il faut les voir comme des chaînes de sens, comme des chaînes de forces signifiantes qui interviennent dans nos vies, ou plutôt avec lesquelles on tisse finalement nos destinées. C'est plutôt ça, hein, avec lesquelles on tisse nos destinées. Et finalement, évidemment, il y a d'autres mythes, mais je dirais qu'il y en a un principal qui est le cœur, qui est le plus important. Et justement, moi, dans la lecture du thème astral que je fais, je propose aux personnes de découvrir leur mythe fondateur et de pouvoir après, j'allais dire, tisser peut-être plus consciemment cette grande trame cosmique qu'on appelle aussi nos destinées. Et moi, je différencie le destin de la destinée parce que le destin, ça serait une sorte de force aveugle à laquelle on est soumise. Dans la destinée, il y a toujours cette notion de force aveugle à laquelle on est soumise, qu'on peut appeler l'inconscient, mais à partir du moment où justement on cherche à conscientiser et on cherche à danser avec, eh bien, on devient créateur. On devient créateur et on a forcément notre grain de sel, j'allais dire, notre unicité à apporter. Et le mythe fondateur, du coup, n'est plus le même pour une personne ou pour l'autre, puisque on a apporté un élément unique qui est nous-mêmes à ce mythe, hein. Et ça, c'est bien ancré. Pardon, vas-y, Oui, non, non, pardon, vas-y, termine. Et j'allais dire, ces expériences, en tout cas, qu'on a nous en tant qu'humains, il faut bien voir qu'ils nourrissent justement j'allais dire, ces forces signifiantes. Ces forces signifiantes, elles sont pas, comment dire, elles se nourrissent de l'expérience, hein, vraiment de nos expériences quotidiennes, de l'expérience humaine. Et donc, ça peut paraître un peu abstrait quand je dis force signifiante. On peut reprendre, je trouvais que c'était assez parlant, les travaux de Jung et de Paoli. Paoli, c'est un physicien en physique quantique, et Jung, donc, c'est celui qui a mis au jour la psychologie des profondeurs. Et il parlait donc finalement de l'archétype comme atome au niveau de la vie, de la psyché, hein. On peut dire que l'archétype, ce serait la brique fondatrice de la vie psychique. Comme le monde matériel est fait d'atomes, le monde intérieur est fait d'archétypes. Et donc, plus on va investiguer, hein, il s'agit vraiment d'une investigation ici parce qu'on n'est pas dans la physique, on ne peut pas avoir des microscopes pour ça. Il s'agit d'une vraie approche sensible, un peu dans celle de Goethe, hein. C'est-à-dire de voir quand on regarde une plante, l'approche goethéenne, c'est on regarde une plante, on oublie tout ce qu'on sait sur la plante, même son nom. Et on arrive comme des enfants, le cœur le plus ouvert possible et la tête la plus vide possible. Et là, qu'est-ce qu'on sent? Et mine de rien, ce qu'on sent, ça va nous apprendre beaucoup sur la plante. Parce qu'il faut bien voir que dans la forêt amazonienne, tous les peuples traditionnels savent utiliser les plantes médicinales. Et moi, je suis vraiment partisan de ceux qui se disent qu'en fait, ces peuples, ils ont eu justement, à travers une approche sensible comme ça, une approche intuitive, ils ont su quelle plante utiliser. Eux-mêmes disent, c'est les esprits de la forêt, c'est l'esprit de la plante qui m'a parlé.
Aujourd'hui, certains diraient, avec l'approche scientifique, ils ont fait plein de tests, ils sont morts les uns après les autres et au bout de 1000 générations, ils ont su lesquels utiliser. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que l'humain, et l'animal le porte aussi en lui, donc l'humain aussi, a vraiment, alors l'animal a un instinct et l'humain une intuition pour apprendre à connaître justement le vivant et que à travers ça, il s'agit vraiment de pouvoir, j'allais dire, affiner hein, petit à petit qui l'on est et ces forces signifiantes qui nous traversent et avec lesquelles justement, desquelles on se nourrit et que l'on nourrit par nos expériences. Hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ces atomes du monde du sens, on pourrait dire, hein, du monde intérieur, du monde de la psyché, ces atomes que sont les archétypes, se nourrissent, eux, de nos expériences. Hein. Nous, on vient remplir, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ce qui fait que d'une mythologie à une autre, sur Terre, on va retrouver des grands schèmes de sens qui ne varient quasiment pas. Et ça, c'est intéressant de voir. Partout où on est sur Terre, les humains ont toujours une divinité qui est liée au soleil, ont toujours une divinité qui va être liée à la naissance des céréales. Comment est-ce que et il y a par exemple, il y a toujours la transgression. Hein. Chez nous, elle apparaît à travers le mythe de Prométhée. Mais la transgression, elle va apparaître en Afrique à travers le feu qui est transmis. Je ne sais plus exactement, ça j'ai oublié. Mais et cette transgression, qu'est-ce qu'elle va permettre en tout cas? La connaissance. C'est-à-dire à travers la Prométhée, comment dire, quand il finalement transmet le feu aux hommes, il trahit les dieux pour le transmettre aux hommes, il transgresse, mais il apporte la connaissance. Eh bien, ça, on va le retrouver à chaque fois qu'il y a de la divination ou qu'il y a de la connaissance ou qu'il y a l'écriture qui est transmise, Odin par exemple, pour les Scandinaves, chaque fois qu'il y a une transgression, il y a un dieu qui va être sacrifié, crucifié, qui va perdre un organe. On voit bien que ce jeu de vie et de mort est constamment, on va dire, puisque les archétypes ou les dieux hein, ont offert finalement du sens à la destinée et au monde humain, eh bien nous, on s'en est nourri et on a créé avec ça nos organes psychiques, hein, littéralement, comme on a des organes physiques, on crée nos organes psychiques aussi. Ça, d'ailleurs, en médecine chinoise, à chaque organe correspond non seulement une émotion, mais un état d'esprit, une atmosphère. Euh, Moi, enfin, pour faire un petit aparté, là où je peux témoigner pour avoir découvert mon mythe fondateur avec toi, c'est que pourtant, même en se connaissant déjà bien, je trouve que ça renforce en fait la colonne vertébrale Mm. qu'on peut voir dans sa vie. Et en ce qui me concerne aussi, je trouve que ça m'a donné une direction sur quelque chose que je voyais pas encore, mais qui m'a permis de la confirmer. En fait, Mm. je la pressentais, mais je la voyais pas, et ça m'a permis de la voir. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette mise en perspective. Et de la façon, là, pour une personne, donc tu peux voir son mythe fondateur et puis les mythes dérivés, est-ce que tu peux aussi le voir pour une société, un pays, une époque? Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un peu fractal, hein, cette histoire, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'en fait, un peu l'image des poupées russes, hein, le fractal, c'est l'image des poupées russes. Aussi bien c'est dans une personne, aussi bien c'est dans un groupe humain, hein, on pourrait dire une association, elle a probablement un mythe fondateur. Et puis une société, telle que par exemple bah, aujourd'hui notre pays, si on prend une société liée à un langage, par exemple, hein, à la France, donc le français, tous ceux qui parlent le français, pourquoi pas, vont être liés à des schèmes de sens qui ont des correspondances. Et puis, pourquoi pas la société occidentale. Et aujourd'hui, au niveau mondial, on pourrait dire que l'un des mythes qui ressort, il y en aurait deux principalement. Il y aurait le mythe d'Icare, dans le sens où il s'agit de voir comment est-ce que Dédale, l'inventeur, l'ingénieur, à longueur de temps dans le mythe, il crée de nouvelles inventions. Et ces nouvelles inventions vont toujours le mettre dans une difficulté finalement. Ça lui permet de résoudre la difficulté qu'il a créée avant pour créer une autre difficulté. Et avec ça, il va de nouveau créer une nouvelle invention. Par exemple, si je prends le mythe, d'abord, il était enfermé dans le... Non, on va reprendre un peu avant. Il a offert à Pasiphae une vache de bois pour que Pasiphae puisse satisfaire son désir d'être fécondé par le taureau de Poséidon. Tout ça, il faudrait raconter le mythe en... Je ne sais pas si c'est très parlant de raconter un fragment de mythe comme ça, mais pour répondre à ta question, je vais poursuivre. Et donc, il a inventé la vache de bois. Et cette vache de bois a finalement
va amener le Minotaure, parce que Pasiphae, quand elle est fécondée par ce taureau, fait naître le Minotaure. Le Minotaure est quelque part la honte, entre guillemets, de Minos, qui lui est comment dire, le roi, le conjoint, oui, le mari de Pasiphae, d'accord. Et donc, le Minotaure est enfermé. Là, on demande à Dédale de construire un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Et lui-même, après, va être enfermé dans ce labyrinthe. Et il va donc créer des ailes pour s'échapper du labyrinthe, etc., etc. Mais on voit qu'à chaque fois, en fait, alors il va créer des ailes et il est enfermé dans le labyrinthe avec Icare, son fils. Et on sait que Icare, lui, va foncer vers le soleil, tandis que Dédale va rester, j'allais dire, au juste milieu finalement, et donc pouvoir poursuivre l'aventure. Et donc, ici, c'est dans le sens dédalien, c'est-à-dire que c'est comme si on était en permanence avec la technologie, en permanence en train de créer de nouveaux labyrinthes, on pourrait dire. Puisqu'on cherche, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme. C'est le côté, la technique va nous sortir de tous les tracas dans lesquels les sociétés humaines pardon, se mettent. Il faut voir que comme nous, on se met des fois dans des tracas au quotidien, hein, comme on se met dans des situations pas possibles. Si une société se met dans une situation pas possible, ça appelle une prise de conscience. Ça appelle pas forcément une invention technologique. Donc c'est pareil pour nous. On pourrait résoudre individuellement ça avec une technique. Par exemple, prendre un exemple tout bête, mais bah là, j'ai pas fait ce que je devais faire. J'avais un devoir à rendre, par exemple, ou un compte rendu à faire. Je demande à ChatGPT, c'est vite fait, c'est efficace, hop. Mais pour autant, ça ne m'a pas permis de ce compte rendu. Finalement, il m'aurait permis, quand je l'aurais fait, de me rendre compte qu'il y avait une personne pendant la réunion qui n'était pas bien et parce que j'avais été maladroit, par exemple. Voilà. Et tout ce côté émotionnel, il va complètement m'échapper puisque ChatGPT, il est très bon, très performant pour justement faire la synthèse du compte rendu, pas du tout pour parler du monde des émotions ni du monde de l'inconscient. Donc, il y a tout ce côté-là quand même où on pourrait se dire qu'on est dans des sociétés dédaliennes et probablement plus encore, et là c'est Luc Biget qui l'a montré, on fait une transition entre la société prométhéenne qui nous disait que le progrès est le mythe fondateur de la société prométhéenne. Puisqu'il y a du progrès, tout va bien. Et là, on voit que depuis une dizaine d'années, même dans les écoles polytechniques et compagnie, les grandes écoles d'ingénieurs, le mot progrès a été remplacé par le mot innovation. On ne parle plus de progrès, quasiment plus. C'est Étienne Klein, hein, le physicien en physique quantique, qui le faisait remarquer. Il disait, on ne parle plus du progrès, on l'a complètement évacué. Et bien moi, enfin Luc Biget, en reprenant les travaux de Luc Biget, on peut interpréter ça. Moi, ce que je vois, c'est justement ce déviement sémantique. Il est symboliquement, il vient nous dire qu'on est rentré dans la société, donc, pardon, on passe d'une société qui vouait un culte au progrès à une société qui voue un culte plutôt à le pouvoir par la connaissance. Le pouvoir, on pourrait dire par le savoir, c'est-à-dire plus j'en sais, plus j'ai de pouvoir. Et ça, pour le coup, c'est assez le monde algorithmique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, puisque le big data et les données, plus il va avoir de données et mieux il va prédire en effet les comportements individuels ou collectifs. Et ça, c'est beaucoup plus faustien comme mythe. Donc, dans nos sociétés, on est marqué, on pourrait dire, par le mythe Picard et le mythe de Faust, probablement plus encore. Mm. Est-ce que dans le mot progrès, il n'y aurait pas aussi une notion de jugement de valeur? Parce que si on progresse, c'est forcément par rapport à quelque chose, donc il y a une comparaison. Alors que dans l'innovation, bah, il y a juste un fait. On fait quelque chose de nouveau. Ouais, oui, oui. Et puis le progrès, il faut voir ce mot, j'allais dire l'importance qu'il prend avec l'invention des sciences modernes, en fait. Hein. C'est à partir du moment où on peut dire dès le XVIIe siècle, et avec l'âge des Lumières, finalement, il apparaît le progrès. Donc il Mm. y a un contexte, c'est-à-dire que la société est devenue prométhéenne, d'autant plus à partir de l'âge des Lumières. Il y avait des prémices avant, hein, et à l'âge des Lumières, c'est le moment où vraiment la colonisation mondiale, c'est-à-dire l'Occident, enfin l'Europe pour le coup, se met à coloniser le monde entier. Et Mm. donc le progrès, il est aussi là-dedans. On voulait apporter le progrès aux civilisations, aux sociétés humaines qui ne l'avaient pas encore. Donc oui, oui, il y a tout un côté, on pourrait dire, mais pour moi, il y a toujours un côté ombre, un côté lumière. Je suis d'accord avec toi pour l'innovation, c'est un fait. Et l'innovation, en effet, et puis il y a un côté créateur hein, dans l'innovation qui est très porteur et positif, parce que l'innovation, elle témoigne en effet de notre créativité. Mais l'innovation, c'est aussi une course en avant par laquelle on peut se faire, entre guillemets, embobiner. C'est-à-dire que ça peut être une grande illusion si on n'arrive pas à assimiler vraiment. La technique aujourd'hui va plus vite que nous, hein, clairement.
si on n'arrive pas collectivement à l'assimiler, eh bien, elle sera d'abord mise au service de quelques-uns. C'est un peu le problème. Voilà. Oui, c'est Dans plus ces cas-là, difficile. le progrès, on voit bien que les révolutions industrielles, elles ont eu, enfin, on ne vivrait jamais avec tout le confort qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les révolutions industrielles, mais elles ont laissé beaucoup de personnes sur le carreau. Donc, il y a toujours ombre et lumière, hein, c'est le yin et le yang, en fait, hein, j'allais dire dans le vivant, dans la vie tout simplement, et aussi dans les mythes. Mmh. Et en les mythes, justement, tu jongles avec combien de mythes? Alors, je comprends que les mythes tu les prends toujours dans les traditions grecques? Oui, moi je m'inspire principalement de la tradition grecque, d'où j'en suis aujourd'hui. C'est possible qu'un jour, justement, j'élargisse à d'autres champs, j'allais dire, culturels, mais pour l'instant, je me base quand même beaucoup, beaucoup sur les travaux de Luc Viget, qui lui, s'est inspiré principalement de la mythologie grecque. Pour moi, c'est d'autant plus parlant que je suis né en Occident, j'ai grandi dans une culture occidentale. Si j'avais grandi en Chine, ce serait moins parlant évidemment, mais c'est quand même, voilà, on est dans une culture et donc c'est comme la plante bioindicatrice de tout à l'heure, c'est une atmosphère qui fait que ces mythes vont d'autant plus faire sens pour nous. Mmh. Et alors, globalement, il y en a combien que tu as identifiés? Et dans les thèmes que tu peux faire, est-ce qu'il y a un mythe plus qu'un autre qui ressort le plus souvent? Alors, donc il y en a combien? Je pourrais te dire une infinité, vraiment, hein, il y en a une infinité. Après, Luc Viget, lui, il travaille principalement avec 7 mythes, liés évidemment aux 7 archétypes planétaires, hein, aux 7 organes du corps, aux 7 couleurs et cetera, le fameux 7. Je dis pas et cetera, comme ça, c'est-à-dire qu'on pourrait décliner, le nombre d'exemples, les 7 jours de la semaine, mais les 7 jours de la semaine sont liés à 7 divinités qui sont liées aux 7 planètes du système solaire. Donc de nouveau, en fait, le et cetera, c'est plus pour montrer que la théorie des signatures, en fait, c'est le fruit de plusieurs siècles, voire millénaires pour les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, plusieurs millénaires de connaissances, quoi. Donc, c'est difficile à résumer comme ça. Et pour donc voilà, moi j'utilise un peu plus que ces 7 mythes fondateurs. J'ai commencé par exemple, à mettre, enfin, à utiliser le mythe de Perséphone, le mythe de Io, enfin, voilà, selon justement le thème. Parce que quand je regarde un thème astral, Heu, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas vraiment, associer des bouts et des autres pour essayer de recomposer quelque chose de vivant. C'est puisque c'est vivant et parce qu'en le regardant, en le contemplant, va vraiment naître comme un parfum. C'est-à-dire même des fois un paysage à l'intérieur de moi. Pour moi, le thème astral, c'est comme un paysage de l'âme. Et donc, puisque naît un parfum qui émane de ce paysage, eh bien là, je vais commencer justement à ah oui, ça sent quand même Prométhée, ça sent quand même Orphée, ça sent quand même et il y en a pas, j'allais dire vraiment des enfin, moi, dans tous les thèmes que j'ai faits, il y a pas vraiment de dominante. C'est assez diversifié et je pense plus je découvrirai de mythes, enfin, ou plus j'actualiserai parce qu'ils sont pas vraiment découverts, mais plus je réactualiserai de mythes justement à travers l'astrologie et plus justement le champ s'étoffera comme un tableau qui prend de nouvelles couleurs, quoi. Mmh. Et quelle est la direction, que tu recommandes, enfin, quelle est la direction que tu penses, en fait, est-ce que le thème, il est là pour que, on en retire les leçons, qu'on le reproduise, qu'on s'en affranchisse? Est-ce qu'il y a une direction spécifique dans le chemin Ouais, d'évolution de l'âme? bah, ma foi, ouais, c'est une super question que tu poses là parce que mais on en a déjà presque un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il s'agit de danser avec. Mmh. Quand évidemment, quand on voit, des fois le mythe fondateur, peut ne pas nous plaire entre guillemets. Enfin, j'ai souvenir comme ça de gens qui disaient: «Mais oui, ça me parle et en même temps, presque est-ce que je peux changer de mythe?» par exemple. Je caricature, hein, volontairement. Mais en fait, il s'agit pas vraiment de changer de mythe parce que ce serait comme dire: «Est-ce que je peux changer de peau, ou de visage?» Voilà, par exemple. Je ne peux pas changer de visage puisque ce visage caractérise qui je suis. Mmh. Vraiment, il qualifie qui je suis et ce mythe fondateur, c'est plutôt, puisque, j'ai appris, j'allais dire hem, tous les plis parce que le mythe, il est comme, j'allais dire, il est comme à déplier, à déployer à longueur de temps, hein. Comme un thème astral, hein, ça se déplie, ça se déploie et on va prendre,
c'est vraiment cette notion d'hologramme où un pixel représente toute l'image. Donc, je prends un pixel, j'ai de nouveau toute l'image. Je reprends un pixel, j'ai de nouveau toute l'image. Et donc, dans un mythe, c'est plutôt justement l'explorer. Et cette exploration, à mon avis, complète complètement qui l'on est. On se sent d'autant plus soi qu'on va connaître son mythe fondateur et qu'on va savoir justement, j'allais dire, danser avec ses forces, comme je dis tout à l'heure, où, tu vois, il s'agit plutôt que de se faire broyer par les événements qui nous arrivent à l'extérieur parce qu'on n'a pas vraiment conscientisé les forces qui nous habitent intérieurement, parce que les événements étant le reflet des forces qui nous habitent intérieurement, sont comme des miroirs et viennent nous dire regarde, tu te mets dans cette situation. Et donc, plutôt que de se faire broyer par ces événements, eh bien là, je vais plus sereinement les traverser. Mais évidemment, est-ce qu'on va s'épargner les joies? Non, la souffrance non plus. Tout ça, je veux dire, c'est des deux, enfin, c'est du vécu de l'expérience humaine. On ne peut pas évacuer, je pense, un chemin de vie et on ne peut pas se dire qu'il sera plus confortable. Je pense que la prise de conscience est franchement pas, euh, elle est rarement confortable. Elle peut l'être, hein, enfin, elle peut apporter énormément de joie mais c'est souvent après une période difficile qui est la métamorphose, hein, comme la chenille devient papillon, ça implique une métamorphose, ça. Et donc, puisque du coup, je me suis métamorphosé en papillon, bien là, j'ai la joie et j'ai la complétude de me sentir papillon. Donc, voilà, pour le mythe, c'est un peu la même chose. Mieux je connais mon mythe fondateur et plus je marche sur mon chemin de vie, ma biographie à moi, avec justement ces outils, hein, les forces en question, les forces signifiantes et les forces, j'allais dire, inconscientes qui sont présentes, enfin, dont le thème astral témoigne et qui sont présentes dans le mythe. Mm. Et est-ce que ce mythe, il se déploie, comme tu disais tout à l'heure, plus à des périodes de notre vie par rapport au thème? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où il est là plus fortement qu'à d'autres? Il nous influence plus fortement qu'à d'autres périodes de notre vie? Probablement. Mais après ça va être, j'allais dire presque le jeu de chacun parce que ici il faudrait reprendre les travaux pour le coup très scientifiques, hein, qui sont, 1er cadran d'Alain Cohn, 1er ou deuxième parce que c'est de la physique quantique, donc c'est un peu les 2. Mais sur ce qu'il appelle, le non commutatif, c'est-à-dire le non commutatif pour Alain Cohn, il raconte c'est des mathématiques, hein. Là, c'est vraiment du très concret, très scientifique, pardon, parce que c'est abstrait les mathématiques quand même, mais très scientifique. Et donc, il raconte que de ce qu'il a découvert, c'est que chaque objet ou chaque organisme génère son propre temps. Et il y a vraiment ça en astrologie. L'astrologie, c'est la science des germes. C'est-à-dire qu'on est capable de voir dans chaque instant pardon, pas dans chaque instant, de voir chaque instant comme une graine et qu'est-ce que cette graine porte. Et si cette graine, on la déploie, on la déplie, eh bien, on est capable justement d'extraire le plein potentiel de comment est-ce que cet instant nous révèle, hein, nous nourrit finalement. Et ici, il y a vraiment ce côté où je pense que chaque être humain génère son propre temps. Et j'entends ce que tu dis, c'est assez ça, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des périodes plus propices dans notre vie, et oui, il y a des indices astrologiques qui viennent parler de ces périodes, mais c'est pas générique. Évidemment, il y a des cycles génériques, hein. Le soleil, il fait le tour de l'horoscope de tous les signes du zodiaque, pardon. Il fait le tour de tous les signes du zodiaque, le soleil, chaque année. Jupiter met 12 ans, la Lune met un mois. Donc, on voit qu'il y a c'est générique tout ça. Mais là, comment est-ce que justement, après, on fait cher avec ce mythe, j'allais dire. Ici, c'est beaucoup plus de l'expérience. Et donc, il y a ce côté où moi, je pense vraiment que chaque être humain génère sa biographie, enfin sa destinée, à travers sa destinée, justement. Ce temps-là, on va s'ouvrir des portes et des fois, ça va être très intense dans les prises de conscience et d'autres fois, ça se referme pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis ça se rouvre pendant 2-3 ans. Et puis en 2-3 ans, il y a des impulsions qui sont données qui vont durer 30 ans derrière, quoi. Enfin, et ça, c'est oui. Pour ça, l'astrologie, c'est vraiment un bel outil, ouais. Mm. Ouais. Mhm. Et oui, puis moi j'ai toujours cette image que je trouve très parlante quand tu dis ce qui est à l'intérieur, on le voit se déployer à l'extérieur et c'est remettre pareil en fait à travers ce qu'on a vécu et le mythe fondateur, réintégrer à l'intérieur tout le sens de tout ça. Euh, Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais nous transmettre sur l'astromythologie, sur tes compréhensions, sur
sur ton parcours. Ouais, je vais reprendre l'image du papillon et de la chenille, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a ce côté pour moi où, en fait, là, c'est un message individuel et collectif en même temps. C'est-à-dire que quand on voit, pour avoir travaillé avec les abeilles, hein, chez les abeilles, il y a quasiment ce même processus. C'est-à-dire quand on voit la chenille devenir un papillon, il se trouve que la chenille, à un moment donné de sa vie, certains organes en elle, certaines cellules plutôt, commencent à se réunir pour créer ce qu'on appelle des disques. Ces cellules, les scientifiques les ont appelées des cellules imaginales. Et ces disques, des disques imaginaux. Et elle lutte de toutes ses forces, la chenille, pour justement en faire en sorte que ces disques ne se forment pas. Tout son système immunitaire lutte contre ces disques. Pourquoi? Parce que ces disques sont les futurs organes du papillon. Et puisqu'elle doit devenir papillon, ça veut dire qu'en tant que chenille, elle va mourir. Et donc, elle lutte jusqu'à ce que finalement, j'allais dire, sa nature de chenille se dissolve dans la chrysalide, c'est-à-dire que aussi littéralement, la chenille se dissout physiquement, redevient liquide et se resculpte en papillon à travers les disques imaginaux donc, qui ont formé, qui forment maintenant plutôt le nouveau papillon. Et là-dessus, je voulais juste, c'est un magnifique clin d'œil, évidemment, à un hasard signifiant, parce que je ne pense pas que ce soit fait exprès, que les scientifiques aient appelé ça des cellules imaginales. Et là, c'est vraiment rendre hommage à Henri Corbin, qui a remis sur le devant de la scène ce qu'il appelle le monde imaginal, le mundus imaginalis. Ce n'est pas le monde de l'imagination tel qu'on se l'imagine nous, c'est-à-dire l'imagination comme étant la folle du logis, l'imagination comme étant quelque chose de fantaisiste ou du fantasme. C'est l'imagination active comme étant la force qui fait le lien justement entre l'intellect et l'agir, entre tout ce qui est très abstrait, les mathématiques, mettons, et l'expérience du quotidien. Eh bien, ce monde imaginal, il est formé, structuré par des images. Et c'est pour ça que les mythes sont particulièrement, sont pas particulièrement parlants. Les mythes font partie de ce monde imaginal. Lorsqu'on raconte un mythe, on entre dans ce monde imaginal réellement. Et il y a ce côté où, justement, pour moi, c'est important de cultiver en tout cas ce côté, comment on pourrait dire ça? Ce côté en nous qui peut s'ouvrir aussi intérieurement, parce que je pense qu'on s'ouvre énormément extérieurement et qu'il y a évidemment, par toutes, notamment les nouvelles technologies, l'IA, il y a d'énormes avancées qui sont au goût du jour et on voit que ça s'accélère encore et encore hein, depuis plus d'un siècle, hein, ou même 2 siècles, mais ça s'accélère tout le temps. Et ce serait voir comment est-ce qu'intérieurement, on peut aussi faire le même mouvement d'ouverture, j'allais dire, du cœur, pour justement pouvoir offrir un équilibre. Il s'agit d'équilibrer entre l'intérieur et l'extérieur, pas nécessairement, j'allais dire, se recroqueviller dans l'un ou dans l'autre. Et donc ça implique, pour nos sociétés humaines, je pense, ça implique une métamorphose. Chacun fait son chemin de papillon, on pourrait dire. Pour chaque individu, c'est unique. Et ça, le thème astral donc, est un très bon outil pour voir ça. Par contre, pour ce qui est de la société, c'est vrai que je pense qu'on est invité à devenir des papillons et à un grand papillon collectif, on peut dire, et qu'on serait tous dans ces cas-là des cellules imaginales, c'est-à-dire nos forces de créativité, nos forces de vie vont former les futurs organes du papillon. Et pour ça, je pense qu'il suffit de se lier à sa famille d'âme, à sa famille, pourquoi pas de mythes, mais à sa famille d'âme pour justement voir un monde nouveau advenir. Et voilà, donc j'aimais beaucoup cette métaphore de la chenille et du papillon. Mmh. Ouvrir l'intérieur pour créer un monde nouveau. Voilà, c'est une bonne synthèse. C'est un joli message. Merci beaucoup Romain. Alors, tu consultes, en présentiel, mais aussi à distance? Oui, Et voilà, donc c'est ça, tout à fait. voilà, et toutes les coordonnées pour te contacter sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Merci beaucoup Romain. Eh bien, merci en tout cas à toi, Cécile, pour ton accueil sur cette chaîne. Avec plaisir. Et merci aussi à toi qui nous as suivis jusqu'au bout. Pense à liker la vidéo, à la faire connaître à toute personne qui pourrait être intéressée, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour le, la prochaine rencontre. Merci. Merci et bonne journée, Cécile. Bonne journée à vous. Merci.